Mesdames et Messieurs, en cette période de nouvelle année, et même et surtout parce que l'actualité est lourde, je tiens à présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, des vœux de santé, d'épanouissement, de bonheur personnel et collectif. Il y a 8 mois, les Français ont choisi le changement. Depuis, dans un contexte de crise sans précédent, crise économique, crise sociale, crise d'autorité, beaucoup, sous la conduite du président de la République et du Premier ministre, a été fait pour le redressement de notre pays. Redressement de ses comptes publics, de son économie, de son industrie, de son école. Redressement également de l'autorité de l'État qui doit protéger nos concitoyens. Tout ne se fera pas en un jour, car réformer prend nécessairement du temps. Et je ne doute pas que l'année 2013 sera, dans bien des domaines, décisive. Elle nous permettra de mettre en œuvre les orientations qui permettront à notre pays de mieux affronter les défis de notre temps. Une nouvelle année, exercice nouveau. Pour la première fois, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, présidé désormais par Stéphane Lolivier, a exposé en toute autonomie, dans ses propres locaux, ce matin, les statistiques de la délinquance pour l'année écoulée. Ce n'est pas qu'un symbole. L'indépendance, c'est pouvoir s'exprimer seul, librement. La méthode statistique et la publication officielle des chiffres sont ses prérogatives. Et en tant que ministre de l'Intérieur, il me revient de commenter et d'analyser ce bilan séparément, de préciser les conclusions que j'en tire pour la conduite des forces de police et de gendarmerie, de fixer des objectifs pour l'année à venir. Et je le fais en présence de Thierry Lataste, mon nouveau directeur de cabinet, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur de la police nationale, du directeur général de la police nationale et du préfet de police. Évaluer et retracer la délinquance de manière transparente, indépendante, est une exigence démocratique. Les Français doivent connaître la réalité des chiffres, la vérité. Les responsables publics doivent la connaître pour agir. Vous aussi, mesdames et messieurs les journalistes, pour en rendre compte, pour la commenter, pour permettre le débat. Dès ma prise de fonction, j'ai dit ma méthode, ici même. Ni stigmatisation, ni angélisme, ni course effrénée aux chiffres. Ces dernières années ont connu un paradoxe. Survalorisation politique du chiffre, faible précaution pour le fiabiliser. La recherche de l'amélioration statistique à tout prix a conduit à des dévoiements, à des arrangements et parfois à des manipulations. L'activité du service public a été pour une part détournée au profit d'une politique de l'affichage. Alors que la réalité du métier de policier et de gendarme est de combattre sur le terrain, sur tous les terrains, toutes les formes de délinquance. C'est agir au plus près des attentes des habitants pour que leur vie quotidienne change durablement. Ministre de l'Intérieur, j'ai en charge la protection des Français. Et leurs attentes sont grandes, notamment pour les populations les plus fragiles. C'est ma seule priorité. Certes, je serai amené à commenter devant vous quelques chiffres. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est parler de méthode, d'objectifs,
et bien sûr de résultats. Car il faut redonner aux statistiques de la délinquance leur véritable vocation, garantir la transparence du débat public et être un outil au service de l'efficacité de l'action des policiers et des gendarmes. Certains, cédant à des polémiques inutiles, prétendent depuis plusieurs mois que je chercherais à casser le thermomètre pour masquer de prétendus mauvais résultats. C'est tout le contraire que je souhaite. Je ne veux rien cacher, rien dissimuler. Et je le dis avec force et conviction, j'assume la réalité de la délinquance. Je veux la regarder en face. Je veux la révéler dans sa diversité, sa complexité, son ampleur, bien sûr. C'est le seul moyen de la combattre efficacement. Par conséquent, aujourd'hui, je pose définitivement l'acte de décès de cette politique qui a parfois consisté à travestir la réalité. Les statistiques pour 2012, publiées par l'ONDRP, établissent une évolution particulièrement contrastée de la délinquance enregistrée. Tout d'abord, l'ONDRP constate, vous le savez, des ruptures statistiques inédites qui l'amènent à suspendre l'agrégation des chiffres de la police et de la gendarmerie. C'est son choix. La fiabilité de la comparaison des séries statistiques est en question. C'était déjà le cas en novembre et en décembre. C'est confirmé par l'ensemble du bilan 2012 présenté donc ce matin. Cet état de fait entraîne la publication séparée des chiffres entre police et gendarmerie et une publication partielle de certains agrégats pour la gendarmerie. Il appartient à l'ONDRP d'examiner cette situation atypique et anormale. J'ai missionné l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie afin qu'elles apportent leur concours. L'inspection générale de l'INSEE sera associée à cette démarche. À ce stade, on ne peut écarter un effet technique dû au déploiement dans les services de la gendarmerie d'un nouvel outil d'enregistrement des plaintes, le système Pulsar. La police nationale, qui a pris ces dernières années du retard en la matière, n'aura terminé le déploiement complet de son nouvel outil d'enregistrement des plaintes qu'au premier semestre 2014. Cette situation exceptionnelle complique singulièrement, disons-le, l'exercice. Mais je veux néanmoins dresser le bilan sur certaines rubriques. D'abord, en évoquant les violences aux personnes, les atteintes volontaires à l'intégrité physique, les AVIP. La persistance de certains phénomènes violents est ce qui frappe davantage. Comme l'ONDRP l'a établi, c'est d'abord la catégorie des AVIP, des atteintes volontaires à l'intégrité physique, qui connaît en zone gendarmerie des variations atypiques, à tel point qu'on ne peut aujourd'hui distinguer ce qui relève d'une véritable progression des violences de ce qui est imputable à un effet technique. Cela étant dit, je reste lucide. Nous faisons face à la persistance et parfois l'aggravation de certaines formes de violence. Je dis bien persistante, parce que certains, parfois, dans l'opposition, feignent de découvrir ce phénomène. Les violences, c'est un phénomène qui d'ailleurs avait commencé avant, mais les violences ont augmenté de 27,1% sur les 10 dernières années. Les vols avec violence commis sur la voie publique, notamment à l'encontre des femmes, sont parmi les faits les plus préoccupants. Ils ont augmenté de 8,9% en 2012. Les vols à l'arraché de bijoux en or en sont une des raisons principales. Pourtant, des actions concrètes sont menées.
Les circuits de revente de l'or sont davantage réglementés et contrôlés. Les forces de sécurité ont mis en place des dispositifs de voie publique performants qui permettent chaque jour de réaliser des interpellations en flagrant délit. Il faut évidemment poursuivre et approfondir cette action. Les violences sexuelles enregistrées sont caractérisées par une progression de 12,2%. Les femmes en sont victimes dans 9 cas sur 10. Les enquêtes de victimation que nous devons utiliser de plus en plus pour nourrir notre analyse et notre action devront établir si cette hausse tient à la seule libération de la parole. Les victimes hésitent, il est vrai, heureusement, moins à porter plainte. Il faut s'en féliciter et il faut surtout l'encourager. C'est le but du renforcement des dispositifs d'accueil et de prise en charge dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Les violences sexuelles sont intolérables, sont un crime. La puissance publique doit apporter une réponse déterminée. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et moi-même l'avons rappelé la semaine dernière lors de l'installation de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et de la visite du commissariat d'Hermont dans le Val-d'Oise, où l'accueil des femmes victimes de violences est une priorité. Je n'oublie pas certaines formes nouvelles de violence, nouvelles par leur intensité. Les violences des plus jeunes sur la voie publique. Et je pense à cet homme décédé il y a quelques jours à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, dans le milieu scolaire. Et avec Vincent Payon, nous souhaitons aussi agir dans ce domaine. Le bilan 2012, c'est aussi le niveau d'homicide le plus bas jamais atteint dans notre pays, avec 665 faits. Le recul global de la violence mortelle, qui est une réalité et dont il faut évidemment se féliciter, même si le chiffre que je vous ai donné reste toujours trop élevé, est cependant assombri par l'augmentation significative de tentatives de meurtre. Et c'est le cas aussi depuis plusieurs années. Parmi les homicides, le nombre de règlements de comptes mortels entre malfaiteurs demeure limité et représente 63 meurtres contre 57 l'an dernier. Dans cet ensemble, Marseille et la Corse pèsent lourd. 24 règlements de compte à Marseille et 16 en Corse. Les atteintes aux biens connaissent elles aussi une évolution contrastée. Et je veux renforcer d'abord la lutte contre les cambriolages. Les cambriolages de résidences principales, en hausse de 8,5%, constituent la plus forte augmentation en volume de l'année 2012. Cette nouvelle progression des cambriolages, après plusieurs années de hausse, dont une augmentation spectaculaire de 17% en 2011. Un cambriolage constitue une intrusion dans l'intimité du foyer. Les victimes le ressentent comme une atteinte profonde. De nouvelles initiatives doivent donc être prises selon 3 axes. Le recours aux moyens de la police scientifique et technique, ou technique et scientifique, doit être systématisé. Les prélèvements de traces sur les scènes d'effraction sont une des clés de l'élucidation. Les efforts de coordination entrepris au sein des cellules anti-cambriolage doivent être poursuivis. Il faut démanteler ces équipes rodées, sévilières, souvent étrangères, spécialisées dans la délinquance sérielle et itinérante. Une réflexion sur le niveau de protection des habitations est utile. Le développement de la prévention pour les commerces semble porter ses fruits. Le nombre de faits est en baisse de 5,2% en 2012. Je souhaite
qu'une conférence d'experts et de praticiens se réunisse au premier semestre pour renforcer l'analyse et formuler un plan national d'action contre les cambriolages. Typologie des auteurs, des victimes, évolution des modes opératoires, motivation du passage à l'acte, filière de recel, mesures préventives. Policiers, gendarmes, qui sont évidemment concernés par ces évolutions dans les territoires ruraux où ces pratiques sont encore plus traumatisantes sans doute qu'ailleurs. Magistrats, assureurs, industriels de la sécurité, chercheurs doivent pouvoir travailler ensemble sur un tel sujet. Je proposerai à la chancellerie et à l'ONDRP d'être étroitement associés à ces travaux. Dans un autre domaine, avec le secteur économique, mais aussi avec la SNCF et la RATP, nous devons également renforcer l'action contre le vol de cuivre et de métaux, qui représentent un danger pour les transporteurs, mais qui se soldent aussi en plusieurs millions d'euros de pertes. En 2012, les vols à main armée ont reculé de 7,1%. Ceux commis avec une arme blanche, dont les particuliers sont le plus souvent victimes, baissant de 6,4%. Je veux souligner ces résultats car il s'agit là de délits, là aussi, particulièrement traumatisants pour nos concitoyens, notamment les commerçants, qui aspirent à exercer sereinement leur activité, dont nous avons besoin pour faire vivre nos quartiers et nos villages. Depuis plusieurs mois, un travail soutenu a été mené en direction des bijoutiers, des débitants de tabac, ou encore, c'était attendu, des transporteurs de fonds. Et il reste évidemment beaucoup à faire. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à la transparence sur le nombre des véhicules brûlés à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Brûler une voiture ou incendier des biens publics, comme à Amiens cet été, ou plus récemment à Mulhouse, sont des actes graves qu'on ne doit pas cacher car ils reflètent une réalité. Je suis allé à Mulhouse, j'ai vu la souffrance et le désespoir des habitants. Les forces de l'ordre, les pompiers, transporteurs, les agents des services publics sont en première ligne. L'État ne les abandonnera pas. L'État ne reculera pas face à cette violence qui vise souvent à s'accaparer, à conquérir le terrain, un quartier, face à l'ordre républicain. En 2012, les incendies de biens publics et de biens privés ont reculé, respectivement de 14,1% et de 6,1%. Cette tendance rejoint l'indicateur national des violences urbaines qui diminue de 5,3%. Il faudra recouper ces statistiques avec celles des assureurs. Ce résultat encourageant montre ainsi que rien n'est inéluctable. Je veux vous dire un mot sur la délinquance économique et financière. Cet indicateur de l'ONDRP a connu une évolution totalement erratique depuis 2 ans en raison du changement des modes d'enregistrement décidés en août 2011. Je n'ose dire bien opportunément. Quoi de plus simple en effet que de ne pas comptabiliser les escroqueries sur Internet pour améliorer la statistique globale. Voilà encore des méthodes auxquelles je veux mettre un terme. Et je saisirai ma collègue Christiane Taubira afin que le sujet soit réexaminé et que les Français puissent à nouveau porter plainte conformément aux recommandations constantes de l'ONDRP. Des statistiques plus fiables et des indicateurs plus rigoureux sont donc nécessaires à l'efficacité de la police et de la gendarmerie et au débat public sur la délinquance. Pour mieux assurer la sécurité des Français, il faut faire évoluer nos méthodes.
J'ai donc décidé la mise en place d'un nouvel outil reposant sur deux piliers. D'une part, une présentation renouvelée des statistiques et d'autre part, une refonte complète des indicateurs de suivi de l'efficacité des services. Cette évolution m'apparaissait indispensable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la présentation des statistiques de la délinquance, je l'ai déjà dit, dans sa forme actuelle, repose sur des indicateurs trop globaux, trop imprécis, trop hétérogènes. L'an dernier, à la même période, à cette même place, mon prédécesseur vous a présenté le chiffre unique de la délinquance, tout en reconnaissant, je le cite, que dès l'an prochain, donc cette année, il serait bon de ne retenir que la méthodologie de l'ONDRP. Et pour cause, depuis 10 ans, l'ONDRP et les chercheurs en soulignent l'absence totale de pertinence. Eh bien, cette année, je mets en place ce que l'on n'osait pas faire depuis 10 ans, car il était tellement commode d'annoncer à l'avance un objectif de baisse de la délinquance générale, autrement dit du chiffre unique, et de constater un an plus tard que l'objectif était atteint au prix d'ailleurs de diverses contorsions. Ce chiffre unique, dont finalement mes prédécesseurs ne se sont jamais départis, malgré leurs déclarations, j'y mets donc un terme. Et à ceux qui me diront que je casse à dessein le thermomètre, je réponds que j'aurais plutôt eu intérêt à garder ce chiffre unique, puisqu'en 2012, il aurait été à la baisse. La réforme de l'outil statistique s'impose également, car il ne rend pas compte de plusieurs phénomènes, tels que les délits routiers, les violences intrafamiliales ou encore la cybercriminalité. La réforme s'impose aussi car on ne présente aujourd'hui que les faits poursuivis pénalement. Ce n'est pourtant qu'une part de l'activité des services. Il faut aussi présenter leur mission de présence et de régulation des différends, et plus généralement l'étendue des missions du service public qu'ils assument quotidiennement et qu'ils assument bien. La réforme s'impose enfin, car il faut cesser de mesurer l'efficacité des services à l'aune d'indicateurs manipulables. Je pense au taux d'élucidation globale qu'il était facile d'améliorer artificiellement en portant les efforts sur les interpellations facilement constatées, je pense aux étrangers, et donc facilement élucidées. La nouvelle présentation des statistiques de la délinquance a été élaborée en étroite concertation avec l'ONDRP. Elle est composée de 14 agrégats qui, pour certains, contiendront non seulement le chiffre des infractions constatées pénalement, mais aussi le nombre d'interventions effectuées par les services. Parmi ces agrégats, on retrouve les indicateurs historiques de l'ONDRP. Il y aura donc une continuité statistique. La construction de certains indicateurs ne sera pas possible avant plusieurs mois. Ce délai est nécessaire pour déployer le nouveau logiciel d'enregistrement dans la police nationale. Je laisse à chacun d'entre vous le soin d'examiner la maquette des 14 rubriques. Et je vous propose de balayer rapidement avec vous les principales évolutions. Un indicateur spécifique aux violences intrafamiliales est créé, comprenant notamment les violences conjugales. Alors que toutes ces violences qui se cachent dans l'intimité des foyers constituent un enjeu majeur des politiques publiques, c'est une cause nationale pour ce ministère. L'État 4001 ne permet pas d'en assurer la comptabilisation. Deuxièmement, un agrégat sera consacré à la grande criminalité afin de suivre les crimes et les délits les plus graves. Homicides, règlement de compte entre malfaiteurs, grand trafic de stupéfiants. Troisièmement, à l'heure où Internet et les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, l'outil actuel ne permet pas de quantifier la délinquance qui est sévie. Un agrégat intitulé cybercriminalité viendra pallier ce manque. Nous en avons parlé avec Fleur Pellerin, en charge de ce secteur au sein du gouvernement, à l'occasion
de nos rencontres de travail avec la police et la gendarmerie il y a une semaine. Quatrièmement, et je le dis en présence du délégué interministériel, la lutte contre l'insécurité routière est une politique publique prioritaire. Le niveau de la délinquance routière fera là aussi l'objet d'un indicateur dédié. Cinquièmement, enfin, un nouvel agrégat dénommé « Comportement portant atteinte à la tranquillité publique » est créé. Il sera composé d'infractions ou d'incivilités qui, si elles ne sont pas toutes forcément graves, nuisent au quotidien des habitants, pourrissent leur vie dans une cage d'escalier, dans un hall d'immeuble, sur la voie publique. C'est une évolution importante qui correspond à une aspiration profonde de nos concitoyens. Nous ne devons jamais nous habituer à ces comportements. Le second pilier de ce nouvel outil consiste en un tableau de bord regroupant plusieurs indicateurs d'efficacité. Il s'agit en premier lieu de mesurer la capacité des services à élucider les infractions les plus préoccupantes pour nos concitoyens, les cambriolages, les vols d'automobiles ou encore, je l'ai évoqué, les vols avec violence. Il s'agit également d'avoir une vision complète des actions menées contre certains fléaux, et notamment les trafics de drogue, les trafics de stupéfiants qui contaminent la vie de nos quartiers, qui accaparent l'espace public, qui mettent en place une véritable économie parallèle, drainant des millions d'euros et abîment une part de notre jeunesse. Des trafics qui se soldent par des règlements de compte, comme dans les quartiers nord de Marseille ou en région parisienne. Il nous oblige à une très grande coopération internationale. Le 25 janvier prochain, je serai au Maroc pour un sommet entre les ministres de l'Intérieur du Maroc, de l'Espagne, du Portugal et de la France. Car c'est par le renfort de la coopération, d'abord entre les deux rives de la Méditerranée, que l'on pourra casser les autoroutes de la drogue, et notamment celle qui commence au Maroc et qui va jusqu'au nord de notre continent. Mais la quantité n'est pas tout. Il faudra faire de la qualité en matière d'action. Les indicateurs sur l'utilisation des techniques policières sont ainsi créés. Ils permettront notamment de suivre les activités de la police technique et scientifique et de mesurer son apport, que je crois tout à fait essentiel, dans la résolution des affaires. Ce nouvel outil redonnera du sens et de la fiabilité aux statistiques de la délinquance et de l'activité des services. Mais il faut aller plus loin. Les Français doivent avoir l'assurance que la statistique publique de la délinquance est contrôlée en toute indépendance. L'ONDRP doit donc être renforcé dans ses prérogatives. Il doit pouvoir bénéficier d'une complète autonomie, c'est-à-dire de ressources et de personnel qui lui sont propres, mais aussi d'un renforcement du statut du président de son conseil d'orientation. Son processus de désignation doit permettre d'en faire une autorité incontestable. Stéphane Olivier, inspecteur général de l'INSEE, que je veux saluer, a été nommé cette semaine, et même officiellement au journal officiel ce matin, à cette fonction par le Premier ministre. Et je veux aussi remercier Alain Boer pour le travail accompli et les évolutions qu'il a initiées, elles nous sont précieuses. Le fait qu'un inspecteur général de l'INSEE, spécialiste de la statistique publique, arrive à la tête de l'ONDRP n'a rien d'un hasard. Conférer une véritable indépendance à l'ONDRP passe nécessairement par le renforcement de son autorité en matière de statistique. En accord avec le Premier ministre, les principes européens et nationaux de la statistique publique seront inscrits dans les statuts de l'ONDRP. Chaque année, ces travaux seront soumis à l'autorité de la statistique publique. De même, les liens entre le Conseil d'orientation et le Conseil d'orientation de l'ONDRP et le Conseil national de l'information statistique sera renforcé. Le Conseil d'orientation de l'ONDRP devrait intégrer davantage de personnalités issues du monde universitaire.
et les statisticiens de l'ONDRP pourront être associés au contrôle des règles d'enregistrement des faits par les services. Cette réforme de l'ONDRP sera entreprise, je l'espère, avant la fin du premier semestre de cette année. Elle tiendra d'abord compte des conclusions du rapport de la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale, dirigée par Jean-Yves Le Bouillonnec, député du Val-de-Marne, et qui est avec nous, et je l'en remercie. Je souhaite que le rôle de service statistique ministériel que joue l'ONDRP pour le compte du ministère de l'Intérieur soit conforté. Son caractère extérieur ne peut que renforcer son indépendance. Et je demanderai au président de l'autorité de la statistique publique de voir à quelles conditions une telle labellisation pourrait être accordée. Monsieur le député Le Bouillonnec nous fera, je n'en doute pas aussi, dans ce domaine, des propositions. Mesdames et Messieurs, l'année 2013 doit être celle du déploiement des réformes amorcées avec méthode, tenant compte de la réalité de notre pays, de l'état d'esprit des forces de l'ordre, du contexte budgétaire, mais amorcées avec détermination. Je ne suis pas là pour obtenir des résultats pour 3 mois, mais pour que la réalité de la délinquance change en profondeur au cours du quinquennat de M. François Hollande. Cette année débute dans un contexte qui réclame toute notre vigilance. La menace terroriste n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement élevée en ce moment. Le plan Vigipirate, qui demeure au niveau rouge, a été renforcé. Les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, partout sur le territoire, sont mobilisés avec le soutien de l'armée. Nos forces de l'ordre, celles du ministère de l'Intérieur, doivent intégrer cette nécessité dans leur activité quotidienne. Une activité qui sera guidée en 2013 par 4 grands principes. 4 grands principes à la base du changement. D'abord, l'occupation ou la réappropriation du terrain. La proximité, c'est la vocation des forces de l'ordre. Les policiers et les gendarmes doivent assurer une présence plus visible, plus dissuasive, une présence également rassurante pour la population. La coordination entre les services, entre tous les savoir-faire, les forces de sécurité, sécurisation, ordre public, investigation, renseignement, police technique et scientifique, cette coordination sera renforcée. Il convient également de travailler à un meilleur ancrage des stratégies de lutte contre la délinquance dans les contextes locaux. Les priorités doivent être bien identifiées, les cibles bien déterminées, les moyens évalués au cas par cas. Enfin, les liens entre les forces de l'ordre et la population doivent être pleinement restaurés. Il ne faut pas se le cacher. Dans certains territoires, dans certaines zones, la fracture est réelle et la tâche est donc de taille. Ces 4 grands principes sont d'ailleurs au cœur du fonctionnement des zones de sécurité prioritaires. 64 ZSP ont d'ores et déjà été créés, 15 dès l'été dernier, puis 49 autres au mois de décembre. J'ai récemment demandé aux préfets concernés par ces 15 zones de sécurité prioritaires initiales de me faire part des premiers enseignements. Ils sont à ce stade positifs, mais je reste prudent. En tout cas, l'ancrage local du dispositif a permis de renouveler l'action partenariale, qui est indispensable, en créant une réelle dynamique portée par l'ensemble des acteurs locaux de la sécurité, mais aussi en lien évidemment avec les élus, les transporteurs, les bailleurs, l'éducation nationale. Et je me félicite notamment du travail entre préfets et procureurs, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, que nous symbolisons dans l'action avec Christiane Taubira. Les 49 ZSP créés en décembre seront déployés progressivement au cours du premier semestre. Certaines sont déjà opérationnelles, d'autres nécessitent d'affiner encore leur diagnostic,
leurs méthodes, leurs cibles. De nouvelles LSP seront créées au cours des prochaines années. Elles bénéficieront de l'effet d'expérience des zones de sécurité prioritaires déjà en place. À ce titre, le 8 avril prochain se tiendra un grand séminaire de travail sur les zones de sécurité prioritaires associant l'ensemble des acteurs concernés, je pense aux élus, qui me feront part de leur remontée du terrain avec la police et la gendarmerie. Depuis quelques années, et c'est l'autre axe, des armes de guerre circulent dans certains quartiers. Elles se retrouvent dans les mains de jeunes qui n'hésitent pas à s'entretuer pour régler leurs différends. Cette situation est évidemment intolérable. Il faut mener, dans le cadre d'une coopération européenne renforcée, une lutte déterminée contre les réseaux mafieux qui acheminent ces armes souvent, pas seulement, mais souvent depuis les Balkans. Je souhaite aussi que l'utilisation du fichier sur les armes monte en puissance, afin d'interdire les possibilités d'acquisition pour les personnes à risque, en raison notamment de leurs antécédents judiciaires. Troisièmement, les réorganisations. Une stratégie doit s'appuyer sur des organisations solides, pérennes, crédibles. Un terme a été mis à l'hémorragie qui s'est traduite par la suppression de 10 700 policiers et gendarmes depuis 2008. 2 432 auraient dû l'être en 2013. Ce sont au contraire 480 postes supplémentaires qui seront créés cette année. Ce mouvement se poursuivra sur 5 ans, même si l'année 2013 ne va pas être facile, ni pour les policiers, ni pour les gendarmes, puisque nous serons dans cette année de basculement entre l'hémorragie constatée au cours de ces dernières années et la volonté, parce que la sécurité est une priorité du président de la République et du gouvernement. Mais la hausse des effectifs n'est pas tout. D'autres pistes doivent être explorées pour renforcer la présence des policiers et des gendarmes sur le terrain que j'évoquais il y a quelques minutes. Des réformes structurelles locales doivent notamment être mises en œuvre. Je pense à la mutualisation dans certaines agglomérations urbaines, des fonctions de soutien, logistique, secrétariat, informatique ou encore état-major. Cette démarche de mise en place de districts plus intégrés doit être développée là où c'est possible et pertinent. Les réorganisations doivent également porter de façon plus large sur le rapprochement et la répartition territoriale entre police et gendarmerie. En 2013, la logique d'agglomération sera poursuivie progressivement et des transferts de compétences seront effectués au cas par cas. La filière logistique de la police et de la gendarmerie sera progressivement réorganisée. Au niveau central, d'ici au 1er janvier 2013, les 2 sous-directions de l'équipement et de la logistique de la police et de la gendarmerie seront fusionnées. Et par ailleurs, les 2 directions générales, les 2 directeurs généraux, et je les remercie, ont engagé un programme volontariste de mutualisation. La police et la gendarmerie ont évidemment leur culture différente, mais elles font partie d'un même ministère, le ministère de l'Intérieur, et partagent les mêmes objectifs: lutter contre la violence, le crime et la délinquance et protéger les Français. L'échelon local a un rôle déterminant dans les efforts de réorganisation. Ce n'est pas qu'une question de rationalisation administrative, même si évidemment il faut participer aux efforts pour lutter contre les déficits publics. C'est aussi, de mon point de vue, une nécessité opérationnelle. Par exemple, en matière de renseignement, il est indispensable de privilégier les échanges d'informations en local. Dans les départements, une coordination opérationnelle entre les services de renseignement intérieur et ceux de sécurité publique a été mise en place. Je m'en suis déjà expliqué, afin de renforcer les dispositifs de détection et d'exploitation des signaux faibles. C'est un sens essentiel en matière de lutte contre la menace terroriste. Et il nous faut tirer évidemment les enseignements des tueries de Montauban et de Toulouse, il y a aujourd'hui presque 1 an. Et puis j'attends évidemment, parce que ce sera un des dossiers importants de ce premier semestre, les conclusions de la mission présidée par Jean-Jacques Urvoise sur le renseignement. Pour la première fois,
je réunirai au premier trimestre l'ensemble des responsables des services départementaux d'information générale qui ont un rôle tout à fait essentiel à jouer dans le travail du renseignement. Enfin, l'année 2013 se traduira par l'aboutissement de plusieurs dossiers majeurs concernant les relations forces de l'ordre et population. Le premier concerne le retour. C'était le cas dans le passé, il y a déjà quelques années, du numéro d'identification sur l'uniforme des policiers et des gendarmes. Après réflexion et concertation, il est apparu que la délivrance d'un récépissé n'était pas une bonne solution. Elle aurait créé des contraintes excessives pour les forces de sécurité déjà confrontées à une réalité difficile sur le terrain. En revanche, en portant sur eux un signe d'identification, les policiers et les gendarmes aborderont leurs concitoyens dans le cadre aussi d'une relation apaisée car personnalisée. La refonte du code de déontologie est un facteur de confiance supplémentaire, commun aux policiers et aux gendarmes. Ce nouveau code de déontologie, après les concertations aujourd'hui en cours, à la fois au niveau de la police et de la gendarmerie, et avec l'avis du Conseil d'État, bien évidemment, ce code de déontologie sera publié en avril. Il constituera le socle des valeurs sur lesquelles ils s'appuieront au quotidien. Des valeurs qui constituent autant d'obligations, mais qui disent aussi le dévouement et l'engagement dont font preuve les policiers et les gendarmes. Au-delà des réflexions sur le numéro d'identification et le code de déontologie, il faut s'interroger sur les modes d'intervention, notamment dans le cadre des missions de terrain les plus complexes, les plus difficiles. À ma demande, les deux directions générales organiseront un rendez-vous thématique consacré à l'intervention anti-délinquance et la recherche du flagrant délit. Les instructions d'emploi seront révisées pour tenir compte des conclusions de ce rendez-vous qui interviendra début février avec de nombreux fonctionnaires de BAC et de PSIG. Les relations forces de l'ordre-population sont aussi au cœur des nouveaux plans de formation de la police et de la gendarmerie. J'aurai l'occasion de préciser la doctrine et les grandes lignes du ministère le 7 février à l'occasion des assises de la formation de la police nationale. Enfin, le début de l'année 2013 sera marqué par le déploiement dans tous les départements de la pré-plainte en ligne. Ce projet a longtemps été suspendu par la crainte, encore une fois, de susciter des dépôts de plaintes additionnelles. C'est une logique, vous l'avez compris, que je récuse. Ce qui compte, c'est l'amélioration de l'accueil du public, car elle aura nécessairement un effet positif sur l'image que nos concitoyens ont de leurs policiers et de leurs gendarmes. Avec ce nouvel outil statistique, c'est donc une étape importante qui est franchie. Elle contribuera à mettre en œuvre cette exigence qui anime les forces de l'ordre et qui mérite reconnaissance et considération. Assurer la sécurité des Français. Je veux des résultats sur les violences contre les personnes, contre les femmes, sur les cambriolages, sur les trafics de drogue, sur la cybercriminalité, sur les règlements de compte, partout, et évidemment à Marseille ou en Corse. Des résultats. Voilà le cap de ma politique. Voilà ce qui est attendu par nos compatriotes. L'année 2013 qui s'annonce est une année qui nécessitera de l'engagement et des efforts. Et je renouvelle à chacun d'entre vous, et évidemment à l'ensemble des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie, mes vœux de santé et de bonheur personnel. Et je nous souhaite d'avoir l'énergie et la volonté de mener à bien nos missions. Je vous remercie de votre patiente écoute et je suis prêt à présent à répondre à vos questions sur les sujets que j'ai évoqués.